Bonjour, merci beaucoup. Je suis toujours ravi, honoré de prendre la parole dans cette institution. Merci beaucoup à vous de m'avoir convié. Et merci spécialement à Philippe Marre, avec qui on s'est beaucoup entretenu sur le sujet. Donc, je vais vous proposer, moi, mon regard un peu à la fois aéronautique et de chirurgie robotique sur cette notion de la formation et sur ces éléments de réflexion. On a juste un petit souci. Ah, voilà, c'est bon. J'ai repris le. Avant ça, je voudrais juste. On a parlé là. Je suis ravi parce que de ce que j'ai entendu, il y a des choses qui se passent. J'étais la semaine dernière à Montpellier. Il y a le professeur Herrero que vous connaissez bien à l'Académie de chirurgie qui a présenté son programme. Elle a eu l'audace de proposer aux étudiants de troisième année, les externes, les jeunes troisième année de médecine, les premiers cycles, de faire une semaine d'initiation à la chirurgie. Viens vivre ce qu'est la chirurgie pendant une semaine, une unité d'enseignement libre. Pendant une semaine, ils vont apprendre à s'habiller, à se laver, faire des plâtres, ils vont discuter avec des chirurgiens, ils vont faire des exercices de travail en équipe avec moi. Et c'est intéressant parce que je discute avec eux et il y en a certains qui disent j'étais pas trop sûr pour la chirurgie, j'ai hésité, mais maintenant j'en suis sûr, ça me plaît, j'aime ça. Et je trouve ça extraordinaire d'aller dans l'affect. Je n'étais pas sûr. Et maintenant, grâce à ça, j'aime. Et d'autres qui n'étaient pas sûrs et qui disent je me sens pas très à l'aise. Donc, aller travailler sur ce très, très tôt, troisième année, voilà ce qu'est la chirurgie, pense-y, fais ce que tu veux, fais tes choix. Mais je trouve ça très, très pertinent. Et son programme est en train de se répartir dans diverses autres institutions, autres facultés. Donc, j'ai une expérience aéronautique sur Mirage 2000, je m'y référerai un petit peu. Et aussi, dans le DU du chirurgie de robotique, on a, Dieu merci, un enseignement de la chirurgie robotique qui a été évoqué juste précédemment, qui est fait effectivement beaucoup par l'industriel, mais à Nancy, on a pu faire revivre cet enseignement. Et je remercie le professeur Hubert qui est en ligne aujourd'hui et qui a développé cette merveilleuse formation. Je m'appuierai dessus parce que ce sont mes quelques rares connaissances dans le domaine chirurgical sont intrinsèquement liées au robot. Je vous propose, on a parlé déjà de compétences et je trouve ce mot très important et oui, je ne peux que vous encourager à aller dans cette voie des compétences, d'évaluer des compétences parce qu'au final, c'est peut-être ça qui est mis en œuvre quand vous opérez, vous mettez en œuvre des compétences. Je trouve cette approche très intéressante. Je vais vous montrer pour la chirurgie robotique, très concrètement, quelles sont les compétences que nous évaluons dans le cadre de ce diplôme interuniversitaire. Et alors, ceux qui sont familiers aux robots reconnaîtront tout de suite les images. Pour les autres, je vous explique, vous avez en haut à gauche un figuratif qui montre les commandes du chirurgien. Alors ici, évidemment, c'est dans une salle d'exercice. En bas à gauche, les commandes qu'il y a aussi au pied. Le robot se pilote avec les mains et avec les pieds. Et dans la partie moitié droite de l'écran, le résultat avec trois instruments, un à gauche et deux instruments qui sont à droite. Alors, si on lance la vidéo, un des premiers gestes, là, je mets sur pause, vous avez vu, le chirurgien bouge son bras droit, ça fait bouger l'instrument qui est en haut à droite. Il actionne avec son pied une petite commande. Vous pourrez voir une petite commande qui va être actionnée maintenant. Et cette fois-ci, avec son même bras droit, il va actionner l'instrument qui était en bas à droite. Cette petite commande, c'est une acquisition de compétences à avoir. Comment utiliser avec mon pied, solliciter cette commande. Alors, la solliciter, c'est rien. Par contre, ce qu'on observe très souvent, c'est qu'il y a des chirurgiens apprenants qui la sollicitent par erreur. Le danger, c'est qu'on va peut-être bouger un instrument qu'on ne souhaite pas bouger et qui peut être hors du champ de la caméra. Imaginez bouger des ciseaux hors du champ de la caméra. Je pense que vous pouvez imaginer ce que ça peut faire. Donc là, déjà, ne pas actionner, apprendre à actionner et ne pas actionner une commande. On va un peu plus loin. Autre commande, là on voit que chaque fois qu'il bouge son bras, l'instrument bouge avec. Il y a une commande qu'on appelle le clutch qu'il va actionner avec son doigt, qui va débrayer l'instrument. Il va dans la séquence prochaine bouger son bras, mais l'instrument ne va pas bouger. Ça permet de se repositionner. Vous avez vu, il a bougé son bras, l'instrument n'a pas bougé. Ce geste-là, le clutch qui se fait avec l'index, il y a des chirurgiens, on remarque dès le lundi matin à 8 heures, quand ils font leur premier exercice, on remarque que ça va être compliqué. Et très souvent, ça se confirme en une semaine, en 5 jours. Le vendredi, ils n'arrivent toujours pas à exécuter ce geste qui est indispensable à l'exercice de la chirurgie robotique. Que fait-on d'un chirurgien qui n'arrive pas à faire ce geste? Il sera très certainement très bon dans d'autres disciplines, certes, mais là, on est vraiment sur une machine spécifique avec un geste spécifique d'un industriel spécifique. S'il n'arrive pas à le faire, que peut-on faire?
Pour le DIU, il peut ne pas avoir le diplôme. D'ailleurs, forte chance qu'il ne l'ait pas s'il est dangereux. J'y reviendrai si cette pratique est dangereuse. Mais rien ne l'empêchera d'exercer la chirurgie robotique. Et une dernière commande qu'on va voir tout de suite, on va voir, il va bouger la caméra avec ses deux bras. Et là, pareil, c'est un exercice qui nécessite des compétences particulières. Et certains, pareil, au bout de 5 jours, n'y arrivent pas. Évaluer, développer ses compétences, ça c'est intéressant. Et je voulais m'appuyer juste sur des choses très concrètes qu'on puisse vraiment avoir des représentations communes. L'armée de l'air, pour la sélection initiale des pilotes, je parle bien de sélection, va faire à peu près la même chose. On va les mettre dans des petits simulateurs très simples sur lesquels il va falloir, avec les mains et avec les pieds, avec les palonniers, faire des commandes très simples. C'est très prédictif. Très prédictif. Ce qu'on veut voir, c'est que, et c'est ça le credo, c'est que la courbe d'apprentissage doit être adaptée aux moyens qu'on a en œuvre. On a tant de temps pour former un pilote. Un pilote, entre le moment où il rentre dans l'armée de l'air, où il est opérationnel, c'est-à-dire qu'il peut tout seul aller faire la guerre, c'est 5 ans. Une guerre mondiale, si on veut une référence militaire. C'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup. C'est certes moins que votre métier. Comparaison n'est pas raison, on va pas, c'est incomparable ces formations. Et donc, on n'a pas le temps, on n'a pas plus que 5 ans pour le former. Donc, il faut savoir très tôt s'il aura les compétences. Et ce genre de petits simulateurs permet vraiment d'avoir une très bonne prédictibilité de la courbe d'apprentissage. Il y a les compétences techniques, mais il y a aussi les compétences d'équipe. Comment travailler ensemble? Pour la chirurgie, en général, vous savez ce que c'est mieux que moi. Là, je cible pour la chirurgie robotique. Ce type de simulateur fait s'entraîner à la fois un chirurgien et son assistant. Hybride ou interne, le débat a été amorcé tout à l'heure. Là n'est pas la question aujourd'hui. Et là, c'est intéressant aussi pour voir quelles sont les clés de lecture que nous avons pour évaluer les compétences non techniques. Quelqu'un peut être très bon techniquement, mais ne pas avoir les habiletés pour travailler en équipe, et ça peut être un facteur de risque. Les études de l'AHS l'ont montré. Alors, ce que je vous propose, c'est une espèce de rétro-planning, dans cette notion de réflexion. C'est de cette manière que nous procédons en aviation. C'est donc ma culture, je vous la propose. On part toujours des compétences requises, on part de la fin. Quels sont du end-user, comme disent les développeurs d'application? Qu'est-ce que l'utilisateur final? C'est quoi la chirurgie? Quelles sont les compétences en chirurgie ou en médecine interventionnelle, comme ça a été évoqué tout à l'heure? Ça me paraît intéressant à étudier. Je vous ai donné un petit zoom sur 2-3 compétences en robotique qui sont nécessaires, mais partir de la fin, ça me paraît intéressant. L'évaluation de ces compétences, je fais un pas de côté. L'évaluation de ces compétences, qui, moi, me paraît très important, c'est de vérifier que l'opérateur, pilote, chirurgien, autre, ne nuise pas. Avant tout, ne pas nuire. Vous avez, ce sage dicton primum non nocere dans l'aviation, safety first, c'est un adage. La sécurité d'abord. Le reste, peu importe. Quand j'évalue un jeune pilote pour lui donner ou pas sa qualification de pilote opérationnel, qu'il puisse aller seul au combat, la seule chose qui m'importe, c'est est-ce qu'il ne va pas se tuer ou tuer quelqu'un d'autre. Le reste, il a toute sa carrière pour apprendre, pour avoir la finesse du jet. C'est pas ça qui importe. Déjà, ne pas mourir. Le reste, ça viendra après. Ne pas créer de dommages à autrui, à toi ou à autrui. Deuxième pas de côté, nos amis d'Air France ont vraiment un système que je trouve très intéressant, je le partage avec vous. Quelles sont les compétences pilotes? Vous voyez en vert, compétences de pilotage, tant pilotage manuel que gestion des automatismes. On a parlé de robotique, c'est un premier pas vers les automatismes. En orange, les procédures, tant connaître les procédures que savoir les appliquer, les bonnes recommandations. Et vous voyez, la majorité, c'est en bleu. Ce sont des compétences dites non techniques, de prise de décision, de communication et autres. Je vous passe tout le détail. Et là aussi, votre métier, des observations que j'ai pu faire, ne se réduit pas à un geste technique. Vous passez votre temps à prendre des décisions et à travailler avec les autres. C'est ce qui fait aussi certainement la richesse de votre métier. Bien, là, voilà le cercle de compétences qu'a développé Air France. Donc, on revient sur ces compétences, on rétropédale en arrière, pardon. On a des compétences et pour les développer, il va falloir une formation et une évaluation. Formation initiale et formation continue, ce qui est proposé en aéronautique. Évaluation, la question se pose donc, elle a été pas mal posée en filigrane, qu'est-ce qu'on fait d'une personne qui n'a pas les compétences? Comment ça se passe en escadron de chasse? Un jeune pilote qui n'a pas les compétences, on lui donne des missions
complémentaires, supplémentaires, des missions de révision pour pouvoir, voilà, on a un petit panel, on a légalement le droit de donner des vols en plus. S'il n'y arrive toujours pas, on a un conseil d'examen de progression qui va étudier un dossier et en fonction de la motivation du candidat, on va peut-être lui proposer encore d'autres missions supplémentaires ou une réorientation. C'était le cas très concrètement dans mon escadron il y a quelques mois. Un jeune pilote passionné d'aviation, un très bon pilote, mais qui avait des difficultés dans le pilotage d'un avion de chasse, plutôt dans l'application de la mission d'un avion de chasse, d'un avion de combat. Par contre, ses compétences sont bonnes pour l'aviation en général, réorientation vers l'aviation de transport. Très bien, on ne perd pas le pilote, il reste là, mais il est orienté vers quelque chose d'autre. Et si vraiment on estime que les compétences, c'est un problème de pilotage pur, mais elle sera orientée vers d'autres spécialités, peut-être du personnel non navigant. Je vous laisse imaginer ces évaluations. Qui dit évaluation dit qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ne font pas l'affaire. Formation continue, très concrètement, c'est quoi? Pour ma part, lundi, je vais voler. Je retourne voler dans mon escadron. Ça fait plus de 30 jours que je n'ai pas volé. Je vais repasser vendredi au simulateur de vol et on va réévaluer mes compétences. Je vole depuis 1997 sur Mirage 2000. J'ai quelques milliers d'heures de vol, des opérations extérieures. Peu importe, on réévalue mes compétences au simulateur de vol. C'est adapté à la pratique aéro, aussi la simulation de vol. Je ne sais pas ce qu'il en sera ce qu'il en est pour la chirurgie, mais voilà très concrètement comment ça se passe pour nous, la formation continue, l'évaluation continue. Et on arrive à cette première étape, rétro-pédalage, on arrive à la sélection. Et je pense que si les critères de sélection initiale sont les plus fins possibles, eh bien, on peut certainement optimiser le parcours d'apprentissage et de ne pas se retrouver avec des personnes qui seraient en détresse et qui finalement, le métier n'est peut-être pas fait pour eux. Peut-être que certains, la chirurgie n'est peut-être pas fait pour eux, je ne sais pas. Nous, on a parfois des pilotes qui sont passés au travail des mal de la sélection, en tout cas, lorsque leur progression est interrompue, ils sont soulagés. Ça fait bizarre, c'est un rêve d'enfant, mais en fait, c'était peut-être pas mon rêve et je l'ai peut-être pas. C'était peut-être pas ça qui était fait pour moi. Ou en tout cas, je n'étais pas fait pour ça. Voilà. Merci pour votre attention. Merci. Tous les points que vous avez fait référence au professeur Herrero, je voudrais rappeler qu'elle avait obtenu un des 5 prix de l'Académie en 2021. Oui. Nous avions reconnu très tôt son talent et surtout son implication dans la pédagogie spécifiquement chirurgicale. Alors, Didier Leger. Jean-Pierre, un très grand merci, comme toujours, de tout ce que tu viens partager avec nous depuis plus de 10 ans maintenant. Et un grand merci à Jacques Hubert d'avoir monté avec toi à Stan Institute. J'avais une question. La loi Valtout est en train d'arriver à l'Assemblée nationale et on est depuis des années confronté, je suis à la Commission nationale d'agrément des diplômes au niveau du Conseil national de l'ordre des médecins pour les urologues, on est confronté à l'arrivée de confrères qui sont formés de façon extra-Union européenne. Comment vous, en sécurité aéronautique, vous évaluez des pilotes qui n'ont pas été formés en France? Est-ce que vous leur refaites un séjour d'évaluation? Est-ce qu'ils ont des choses à faire? Puisque nous, quelque part aujourd'hui, on a une validation de quelques heures, on essaie de savoir, mais j'aimerais savoir comment vous, en sécurité aéronautique, vous sélectionnez des pilotes étrangers pour leur permettre de voler sur le sol national. On a une chance, c'est qu'on a beaucoup d'obligations et on a la réglementation à laquelle la Direction générale de l'aviation civile est soumise en France. Elle est basée sur la réglementation européenne qui est basée sur la réglementation mondiale. Donc, c'est une harmonie, en fait, quelle que soit l'origine du pilote, la réglementation est la même. C'est exactement la même loi, les mêmes textes, la même chose. On est soumis ça reste souvent au sein de l'Europe, et donc on est simplement soumis à ces textes. Et quelle que soit son origine, son pays d'origine, bien ça sera exactement la même sélection. Mais avant de le faire voler sur l'avion d'Air France, est-ce qu'il passera en simulateur Air France? Oui, il y aura des qualifications techniques initiales sur des qualifications de type, c'est-à-dire par exemple pilote d'A320 et il sera qualifié Airbus A320 en général sur une école qui peut être une école d'Airbus, par exemple. Airbus forme à une école de formation et ensuite il rentrera dans un cycle de formation Air France parce qu'il y a des choses qui sont propres à l'exploitant qu'Air France et donc il aura un dossier de progression, votre logbook et autres, propre à Air France et il sera en place droite, en copie, accompagné. Il aura toute sa progression à faire au sein d'Air France pour connaître les procédures propres à la compagnie, à Charles de Gaulle, etc., propres à Air France. Est-ce que tu penses qu'on pourrait mettre en place, via comme ça un institut ou ailleurs, dans un simulateur, le fait qu'un médecin diplôme extra-Union européenne, par exemple, veuille venir opérer en France, est-ce qu'on pourrait le tester pendant une semaine
et à la fin de cette semaine, lui donner un espèce de certificat de validation comme quoi il pourrait… Je pense, pour moi, le seul domaine que je connais, c'est la robotique. Et je pense que pour la robotique, bien sûr qu'on pourrait faire ce processus en acceptant donc peut-être qu'il n'ait pas d'examen à la fin. Et ça dépend de type d'avion. Oui, c'est des qualifications type d'avion maintenant. Un Rafale et un petit avion bimoteur, c'est pas la même chose. Là, je parlais d'Air France. C'est une problématique différente quand c'est un exploitant étatique, l'armée de l'air. Rafale, c'est l'armée de l'air, c'est l'État. Et là, c'est des processus encore un peu plus complexes. On en a reparlé avec la crise de l'Ukraine et la formation de pilotes étrangers. On a vu ce que ça peut être. Et sur les petits bimoteurs type aéroclub, c'est encore autre chose, c'est l'aviation de loisirs. Il y a aussi des règlements, mais qui sont un peu moins strict parce qu'il n'y a pas de transport de passagers ou de transport d'armement. Alors, on a en ligne le général Paul Balandreau qui voulait intervenir. Professeur Balandreau, oui. Merci pour cette intervention qui était tout à fait passionnante. Alors, nous, enfin les médecins, on est toujours assez admiratifs de l'aéronautique parce qu'on est à des milliers de milles nautiques derrière vous et c'est peut-être pas notre corporation qui vous suit de plus près, c'est celle des anesthésistes réanimateurs qui ont fait leur premier CRM inspiré des vôtres. Moi, il y a des choses qui m'interpellent, mais je me retourne plus vers les chirurgiens. Là, on voit que dans l'armée de l'air, ils ne s'embêtent pas, par exemple, pour dire à des gens qui ne peuvent pas être pilotes de chasse. Alors, c'est peut-être plus simple pour eux parce qu'ils les prennent au tout début. Hein, je crois bien que ce doit être des officiers sous contrat à qui on dit d'emblée, après des tests préliminaires, vous ne serez pas pilote. Pour nous, il est très difficile de dire à un chirurgien que ses compétences techniques ne lui permettront pas d'être chirurgien. Après, c'est un petit peu délicat parce qu'on a tous aussi des exemples de jeunes qui ont été très maladroits pendant leur premier semestre ou leurs 2 premiers semestres et puis qui finalement se sont révélés de bons chirurgiens. Donc, on a toujours un petit peu d'espoir. Mais dans notre système, on n'a pas de moyen de stopper les gens. On parlait tout à l'heure de 1% des gens qui ne finissaient pas leur internat. Est-ce qu'il y a un horizon là-dessus? Alors, j'ai posé la question tout à l'heure au doyen Baquet. Vous avez vu son embarras maîtrisé pour répondre à cette question. Il n'y a pas une véritable règle et je pense que c'est à le talent du chef d'école et à son expérience qu'il faut faire confiance. Et je pense que j'ai évidemment déjà été personnellement confronté plusieurs fois à ce genre de situation, rarement, hein, c'est à peu près le pourcentage que vous disiez. Je crois que là, il faut personnaliser la chose. En fait, chaque cas est particulier. Il y a celui ou celle qui fait pas preuve de maladresse, et c'est probablement pas les cas les plus sérieux parce que, comme vous l'avez dit, en général, ça s'arrange avec le temps. Et puis également les différentes possibilités des disciplines. On voit que certains ne sont pas doués entre guillemets pour le robot. Bon, je parlais tout à l'heure de l'hyperspécialisation. Il y a d'autres domaines de la même discipline où un chirurgien peut facilement s'exprimer. Et je pense aussi il y a la personnalité. Je crois que c'est ça qui est le plus important. On a parlé tout à l'heure du savoir-être, comment se comporter face à une complication, soit péropératoire, soit post-opératoire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir déceler très tôt. Quelqu'un qui a une difficulté, voire une faiblesse dans sa personnalité, il faut savoir le déceler et en discuter avec l'intéressé et évidemment essayer éventuellement de le réorienter avec le plus de diplomatie possible. Pour dire ça en quelques mots. Oui, Paul, je me demande si, et je vais poser la question à Jean-Pierre aussi, si on n'a pas tendance en médecine à considérer que ce sont des problèmes individuels et que dans le cadre de l'aviation, c'est quelque chose qui est considéré comme un problème systémique, c'est-à-dire il y a un pourcentage de personnes qui ne pourront pas le faire. Et une fois qu'on l'a défini en termes de problème systémique plutôt qu'individuel, c'est peut-être plus facile à régler que se dire c'est un individu qui n'y arrive pas et que… Oui, je vous rejoins tout à fait. Hein. On considère, je crois que c'est un système, et le cas de la réorientation du jeune pilote que j'évoquais tout à l'heure, l'escadron se pose la question, est-ce qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose, nous? Est-ce que nous, on a tout mis tout en œuvre? Et oui, on porte, par culture, on a un regard systémique, on a vraiment une culture systémique. Et donc, ce n'est pas une affaire personnelle d'une personne. Jamais, ce n'est jamais une affaire personnelle. Oui, ce qui est très important en médecine, c'est que le diplôme de docteur en médecine a ouvert les médecins à n'importe quelle activité, sans aucune… On a un diplôme de spécialité ou de médecine générale, mais on pouvait faire toutes les chirurgies qu'on voulait.
C'est pour ça que maintenant, il est très important, compte tenu de la complexité de l'évolution, de la formation des opérateurs, de réfléchir à cette question. Juste la question, c'est que l'évaluation initiale qui était proposée tout à l'heure par le doyen Baquet était surtout une évaluation de connaissances, de savoir. Et l'évaluation des compétences techniques vient dans les années qui suivent, enfin dans les deux années qui suivent, qui fait que le candidat chirurgien est déjà assez avancé dans son cursus. Bon, c'est un sujet en tout cas qu'il était important de soulever, et votre exemple est vraiment à cet égard tout à fait intéressant. Et inspirant. Oui, une dernière question, toute dernière, parce qu'on a pris un tout petit peu de retard. Mais un peu agressive, désolé. Désolé. Non, et moi, depuis longtemps, je suis un petit peu contre ce fantasme de toujours rapprocher le chirurgien du pilote. Je vous l'ai dit, je crois déjà dit ici. Je crois que les métiers sont très, très différents. Et d'ailleurs, ce que vous montrez très bien, c'est que vous comparez l'utilisation du robot à l'utilisation de l'avion. Ce que je comprends très bien, puisque là, vous êtes effectivement dans un domaine technologique qui se ressemble. La chirurgie, c'est autre chose. Alors moi, vous avez affaire ici à un chirurgien qui n'a jamais vu un robot, vous voyez, donc, mais je pense avoir vu beaucoup de patients. C'est très, très différent pour des tas de raisons. Alors, je ne vais pas m'étendre, je l'ai écrit dans certains livres, d'ailleurs, j'ai parlé de ça. Il y a une chose à dire, c'est que nous, il nous arrive effectivement de trouver des gens incompétents. Voilà. C'est très rare, hein, comme disait notre collègue tout à l'heure, c'est très rare, ça arrive, ça demande beaucoup de courage, parce qu'il faut qu'on dise au gars, voilà, on prend dans le bureau, on lui dit, écoute, franchement, tu n'es pas fait pour ça. Certains arrêtent, enfin ça m'est arrivé peut-être 3 fois hein, dans toute ma carrière, vous voyez, certains arrêtent, d'autres continuent et on ne peut pas faire grand-chose. Voilà. Mais ce n'est pas aussi précis que ça. En fait, on a un métier beaucoup plus facile que chasseur, que pilote de chasse. Vous, c'est plus binaire chez vous. Oui, c'est plus compliqué, pilote de chasse. Ça demande beaucoup plus de capacité humaine, enfin d'implication et puis toutes les fonctions marchent. Alors, chirurgien, il faut juste connaître l'anatomie, enfin, il faut connaître un certain nombre de choses, mais ce n'est pas si compliqué. Enfin, c'est une autre complexité. Oui, c'est pour ça que la comparaison, effectivement, à ses limites, je suis d'accord. Je vous rejoins tout à fait. Hein. C'est juste, moi, je propose mon regard aérien, mais il ne faut surtout pas, et même ce serait dramatique, je pense, de vouloir calquer un modèle sur un autre. C'est juste, voilà ce qui se fait ailleurs, est-ce que c'est adapté ou pas? Non, mais vous apportez, ça a été dit tout à l'heure encore par le doyen Baquet, c'est-à-dire cette culture de l'évaluation et de l'accréditation. Et ça, véritablement, il faut que nos professions s'en emparent encore plus et que les jeunes ils soient coutumiers